Donc, merci de m'avoir conviée à cette journée d'études. Donc, pour revenir effectivement sur l'association Notre Affaire à tous, que vous connaissez peut-être par la médiatisation de l'affaire du siècle, c'est une association qui a été créée en 2015 par Marie Toussaint. Et c'est une association qui est elle-même issue en fait déjà d'un réseau global et international qu'on appelle Mouvement End of Ecocide on Earth, qui est un réseau qui cherche à faire reconnaître au niveau pénal international les atteintes les plus graves à l'environnement, donc par le droit pénal de l'environnement. Donc c'est une association qui a pour but d'utiliser l'arme du droit, donc le biais juridique, pour protéger le vivant, les communs, on en a parlé un peu tout à l'heure, on pourra y revenir, les communs naturels et le climat. Donc là je précise par rapport à l'intervention d'aujourd'hui, c'est une association française qui n'est pas en fait implantée dans le pourtour méditerranéen, mais qui travaille déjà avec des associations européennes, de l'Union européenne, et qui potentiellement pourrait dans l'avenir travailler avec des associations du sud ou de l'est de la Méditerranée. Les principaux domaines d'intervention de l'association sont la sensibilisation grand public, les plaidoiries aussi envers les décideurs politiques, les entreprises, voilà, on va dire les politiques. Et bien sûr, et c'est ça sa spécificité, les actions en justice climatique. On en parlera, il y aura sûrement des questions, je vais en parler dans mon intervention. Et je le disais à midi, les associations de protection de l'environnement, de plus en plus, utilisent l'arme du droit, donc sont composées aussi de juristes pour monter les stratégies, voilà, soit de propositions de loi, de propositions de législation, soit d'aller directement au contentieux devant le juge. Et là, il faut monter les stratégies et être juriste ou avocat. En plus de ça, parce que c'est aussi un des axes de la journée de recherche de l'Université populaire, c'est ce lien entre justice climatique et justice sociale, on y reviendra. L'association, depuis quelque temps, travaille aussi sur ce lien justice climatique, justice sociale, et en fait travaille sur la question des inégalités en matière de changement climatique. Et pour ça, elle a, si vous êtes intéressé, c'est sur le site, créé une revue de presse qui s'appelle Impact, où là, en fait, c'est de manière collaborative, et il y a des journalistes, un réseau de journalistes qui travaillent là-dessus maintenant, pour en fait faire des appels à témoignages en France, principalement en France, quels sont les impacts du changement climatique dans les différents secteurs. L'agriculture, la pêche, le tourisme, enfin voilà, selon les corps de métier ou les endroits où les gens vivent. Voilà, pour l'association, on pourra y revenir. Moi, en parallèle, donc, je suis doctorante à l'Université d'Aix-Marseille et je travaille sur les procès climatiques en France. Donc moi, mon analyse, elle est juridique et j'étudie comment se forme un procès climatique, quelle est la complexité de ces litiges qui sont spécifiques, quelle réception par le juge, par les associations, etc. etc. Donc voilà, on pourra y revenir aussi. Donc, sur le thème d'aujourd'hui, mobilisation du droit à la justice climatique, quelle action pour la société civile en Méditerranée? Donc, quand j'ai commencé cette étude qui ne fait pas partie de ma thèse de doctorat, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même peu d'analyses sur la justice climatique en Méditerranée. Il y en a. Il y a des études sur la justice climatique au niveau international, en philosophie, en droit, ça commence. Mais c'est vrai que sur la justice climatique en Méditerranée, pour l'instant, il n'y a pas de littérature. Donc, ce que je vais livrer aujourd'hui est une ébauche d'analyse. Et c'est vrai qu'en travaillant sur ce sujet, ce qui est, je pense, c'est important, ça invite à un travail d'interdisciplinarité, que ce soit avec des juristes, avec des sociologues, des historiens, des économistes, parce que c'est des questions en fait, qui sont transversales sur de nombreux domaines. Donc voilà, c'est une ébauche, c'est un jalon pour une justice climatique en Méditerranée et je pense que dans les années à venir, il serait intéressant de faire des travaux collectifs sur ces questions. Voilà, donc je lance le débat et le propos. Donc effectivement, parler de justice aujourd'hui, alors je prends ma petite, voilà.
C'est donc parler de climat. Et parler de climat, c'est aussi de parler de justice, parce que la question climatique se caractérise par une nette tension entre le caractère commun du destin qui frappe l'humanité par les changements climatiques et les façons très inégales dont ce destin affecte les individus. Le réchauffement climatique, ce qu'on entend, est souvent perçu comme une menace globale, uniforme et qui ne connaît pas de frontières, etc. Pourtant, selon l'âge, le sexe, le statut social des individus, les ressources économiques des individus, mais aussi culturelles, sociales, tout simplement aussi l'endroit où on vit, où on s'est installé, le risque face au changement climatique va être fortement différencié. Donc face à ça, on en parlera, la société civile se mobilise. Donc là, c'est une photo de la marche pour le climat qui a eu le 8 décembre. Donc là, c'est en France, mais il y a eu en fait un mouvement mondial pour la justice climatique et pour que les décideurs, les entreprises agissent plus. Et il y a aussi eu une vague de grève pour le climat, vous en avez peut-être entendu parler. Donc là, c'est des lycéens du monde entier. Je ne sais pas si vous avez vu cette jeune fille Greta, cette Suédoise, qui a fait des nombreux discours dans différentes arènes internationales ou régionales. Et donc, il y a eu, après ça, et en parallèle de sa mobilisation, elle, en tant que jeune femme, jeune adolescente, des grèves de lycéens. Et là, c'est à Casablanca. Il y a eu un lycée de Casablanca où certains jeunes ont décidé de faire grève pour le climat. Donc ça, c'est intéressant et on le verra, comment la société méditerranéenne se structure face à ces questions. Est-ce qu'il y a un mouvement plus au nord ou est-ce que c'est un peu moins au sud? C'est pour l'instant la conclusion que j'en tire et on verra pourquoi, en fait. Peut-être il y a aussi une inégalité pour l'instant de mobilisation sur la justice climatique et pas sur les réglementations climatiques, ce qui est différent, on le verra aussi. Donc, pour revenir à cette introduction, le changement climatique est un amplificateur d'inégalités. Et pour reprendre vos propos tout à l'heure, la question de l'adaptation et de l'atténuation au changement climatique. Donc, effectivement, il faut faire une différence entre ces deux termes et différence que fait énormément le droit, qui a énormément fait le droit international depuis 1992. Avec donc la Convention climat, mais aussi les politiques européennes, régionales et nationales. Donc l'atténuation au changement climatique, on dit qu'une activité contribue à l'atténuation du changement climatique si elle contribue à la stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Et à l'inverse, même s'ils ne sont pas toujours en opposition, il faut faire attention, l'adaptation au changement climatique s'entend des activités dès lors qu'elles permettent de limiter les impacts négatifs du changement climatique et d'en maximiser les effets bénéfiques. C'est pour ça que quand on parle de justice climatique, et la littérature prend cette direction, parle beaucoup d'adaptation au changement climatique. Vu qu'on est sur des questions d'inégalité entre les individus et comment faire en sorte que ces inégalités soient moins grandes et puissent faire en sorte que les gens vivent bien face et avec le changement climatique, on est souvent sur des questions d'adaptation. Malgré tout, les questions d'atténuation sont importantes aussi à prendre en compte et vont aussi avec l'atténuation, c'est la prévention au changement climatique. L'adaptation, c'est on est déjà face au changement climatique, qu'est-ce qu'on fait face à cette situation donnée qui peut être négative. Donc en parallèle de cette réflexion sur la justice climatique, on va en parler en tant que concept. Qu'est-ce que la justice climatique? L'intervention que je vais faire aujourd'hui, on remarque, et on va en parler, que la justice en tant qu'institution est mobilisée pour la cause climatique. Donc il y a deux choses en parallèle. Il y a la création d'un concept juridique, philosophique de justice climatique, et en même temps, et en parallèle, puisque c'est imbriqué, la mobilisation de la justice en tant qu'institution pour la cause climatique. Et ça, c'est illustré notamment par la vague de contentieux climatiques à travers la planète. Donc là, donc ça, c'est de 2016, donc c'est pas tout à fait actualisé. Depuis, il y a d'autres contentieux qui sont
montée dans le monde. Vous pouvez constater que pour l'instant, en tout cas, et c'est toujours le cas, rive est et sud de la Méditerranée, il n'y a pas de contentieux. Il y en a en France, il y en a en Espagne, il y en a eu un en Hollande avec une affaire qui a abouti. Il y en a aussi dans le sud, en Afrique du Sud, au Pakistan, en Inde, au Nigeria, en Colombie, etc. Donc on pourra peut-être en reparler si vous souhaitez. Donc, ce qui est à noter, et pour faire écho à l'intervention de ce matin et aux différentes questions, c'est l'importance de la jeunesse dans ce mouvement, que ce soit par rapport aux grèves de lycéens, mais aussi, on remarque, et là c'est emblématique aux États-Unis, vous en avez peut-être entendu parler, donc là il y a une association américaine qui est en fait composée de mineurs qui attaquent le gouvernement américain. Et donc là, c'est des jeunes, et c'est présenté comme ça. C'est aussi un argument de communication, et notamment par rapport aux générations futures. Donc là, c'est un argument de communication, mais aussi juridique. Voilà, la jeunesse contre la politique américaine de changement climatique. Pareil, on voit les réseaux qui se structurent en France, par exemple. Notre Affaire à tous est une association très jeune avec des militants qui ont généralement en dessous de 30 ans. Donc voilà, importance de la jeunesse dans cette mobilisation et dans ce dynamisme. Et ce qui est important aussi à voir, c'est qu'on passe, à savoir en fait tout au long de ma présentation, d'une échelle internationale de mobilisation qui, depuis le sommet de Rio, de Cancun, sur le développement durable, etc., étaient des mobilisations internationales. Là, même si la mobilisation internationale de la société civile reste présente, on retourne à une échelle locale. Donc au niveau interne, national, c'est-à-dire là on va chercher la responsabilité, on va chercher à mobiliser la société civile de son pays. Donc voilà, je ne dis pas qu'il y a une rupture et qu'on ne pense plus à l'échelle internationale, mais il y a un dynamisme de relocalisation, de reterritorialisation de la mobilisation pour les changements climatiques. Donc, dans ce contexte, la question que je me suis posée pour mon intervention en petite doctorante, donc je problématise mes propos, en fait, l'émergence d'une cause climatique, il est intéressant d'analyser comment se construit la justice climatique en tant que concept mobilisé par la société civile et comment la justice en tant qu'institution est mobilisée pour la cause climatique par la société civile en Méditerranée, donc au nord de la Méditerranée et au sud. Donc pour parler et pour un peu répondre à ces questions, je vais revenir rapidement parce qu'en fait ça a été bien sûr évoqué ce matin, l'état des lieux des vulnérabilités climatiques en Méditerranée. Là non pas, comme vous avez pu le faire, une donnée empirique, qu'est-ce qui se passe, même si j'ai quelques cartes, mais en fait qu'est-ce que la société ne devrait pas faire, qu'est-ce qui se passe en fait, quelle réaction de la société et notamment du droit face à ça. Ensuite, voir l'émergence de la notion de justice climatique face à ces états de fait. Qu'est-ce que veut dire la justice climatique et dans quoi elle est transposée et comment elle se transpose dans les politiques publiques et aussi en droit. Et dans un dernier temps, c'est la mise en œuvre de la justice climatique. Donc là, ça veut dire... Et le titre est en fait pas très bien formulé, c'est-à-dire il faudrait comment la société civile s'accapare de cette notion et la fait exister par une mobilisation au contentieux, mais par d'autres biais, des propositions législatives, etc. Donc comment la notion de justice climatique est rendue effective et comment elle peut être rendue effective. Donc ça, c'est un terme important en droit qu'on emploie souvent, l'effectivité, c'est-à-dire, oui, c'est bien de déclarer des droits, de dire qu'on a droit à un climat stable, droit à un environnement, qu'on interdit les pesticides, etc., par exemple. Mais après, il faut qu'il y ait une effectivité de cette interdiction, c'est-à-dire que dans les comportements, tous les jours, voilà, ça soit vérifié. Donc, il y ait une effectivité du droit. Et ça, c'est une ample question qui n'est pas facile et bon, qu'on ne pourra pas résoudre aujourd'hui, malheureusement.
Donc l'état des lieux en Méditerranée, je vais aller rapidement. Donc là, une photo, une cartographie des principaux risques mondiaux. Ce qu'on voit, c'est que la Méditerranée est impactée par plusieurs facteurs, donc la baisse des précipitations, l'érosion côtière, la montée des eaux, voilà, un nombre important de facteurs dont on a parlé ce matin. Donc je passe rapidement sur ça. Pour en fait arriver... En fait, c'était pour revenir, pour voir, on en a parlé ce matin, il y a plusieurs secteurs en Méditerranée qui vont être affectés par les changements climatiques et qui vont être source d'inégalités et qui vont accroître les vulnérabilités des populations. Le secteur touristique, notamment. La Méditerranée est historiquement, enfin depuis de nombreuses années, très très attractive en matière touristique. Ça reste quand même un tourisme sur les côtes, beaucoup parce que plage, soleil, mer. Et donc là, la question, donc moi, en tant que dans le prisme de la justice climatique, c'est il va y avoir des modifications. Il va falloir faire autrement, puisque de toute façon, soit les touristes viendront à des moments différents, ils viendront plus l'été, il fera trop chaud, ils viendront l'hiver, ou ils viendront plus du tout, ou comment faire en sorte de nourrir tous ces touristes, parce qu'il y a une population qui arrive en masse, et on a parlé de l'agriculture, donc comment on nourrit les touristes, quel type de tourisme, parce que s'il y a une perte de biodiversité marine, s'il y a une perte de biodiversité terrestre, peut-être la région sera moins attractive. Et là, le biais avec la justice climatique, c'est les populations qui travaillent dans le tourisme. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les sociétés autour du bassin méditerranéen pensent à ça? Est-ce qu'elles prévoient des formations pour des reconversions? C'est-à-dire, est-ce que les gens qui travaillent aujourd'hui dans le tourisme vont pouvoir se former pour travailler dans d'autres secteurs? Est-ce que les gens qui ne travailleront plus dans le tourisme parce qu'il y aura du chômage, il y a la société des pays, à l'échelle nationale, ont du chômage pour des périodes de transition, faire en sorte que pendant ce moment-là, on puisse survivre. Et puis aussi, dans la réception du tourisme, elle en parlait, quel tourisme, est-ce qu'on peut proposer un tourisme durable, différent, etc. Donc ça, c'est cette justice climatique, elle s'intéresse à la réception de la déstabilisation d'un secteur donné, qui est là le tourisme, comment la population va pouvoir s'adapter, continuer à travailler, à vivre en fonction ou autrement qu'avec le tourisme, et surtout faire en sorte que les inégalités ne s'accroissent pas, ne créent pas, il n'y ait pas de création d'inégalités, ou que les inégalités ne s'accroissent pas. On peut prendre, alors là c'est l'exemple du tourisme, on peut prendre un autre, alors j'ai un petit slide parce que ça ne touche pas que les pays du Sud, loin de là. Là on a par exemple, donc là c'est source OCDE, en France par exemple, la question du ski. C'est un champ d'activité important. À 1, 2 ou 4 degrés, selon les trajectoires, qu'est-ce qui va se passer? On voit que si on est à plus 4 degrés, il ne restera pas beaucoup de stations de ski en France qui pourront fonctionner. Donc là, quelle reconversion du territoire? Est-ce que des gens vont partir? Donc il va y avoir des migrations internes en France. Quel domaine d'activité pour ces gens qui ont construit leur vie autour de ça, du tourisme alpin, etc. Donc voilà, est-ce que la France anticipe? Qu'est-ce qu'il faut anticiper? Qu'est-ce qu'il faut prévoir, etc. pour éviter les inégalités et les risques pour la population. Pareil pour la santé. Alors là, je m'excuse, je n'ai pas référencé. Il faut que, si vous voulez la référence, je peux retrouver du schéma. Mais ça, on en a déjà parlé, donc je vais aller rapidement. C'est-à-dire, effectivement, en Méditerranée, il va y avoir des problèmes de santé qui vont pouvoir se développer. Par rapport à la sécurité liée à l'eau, la santé liée à l'eau, au pic de pollution, bien sûr. Là, je n'ai pas mis de schéma, mais tout le pourtour du bassin méditerranéen, il y a énormément de pics de pollution liés aux voitures. Et en fait, l'effet de serre et les fortes chaleurs multiplient les pics de pollution, les font durer plus longtemps et en intensité. Donc là, problème lié à l'asthme pour les personnes âgées, les jeunes enfants, etc. Donc multitude potentiellement, et en fait, ça, pas potentiellement parce que c'est déjà à l'heure aujourd'hui, les risques de santé. L'OMS, concernant la zone méditerranéenne, a plusieurs fois dit que, par exemple, en Égypte, dépassaient énormément
les seuils. Donc là, la question de la justice climatique, c'est est-ce qu'il y a de la couverture sociale pour prendre en charge ces maladies accrues ou nouvelles, parce qu'il pourrait y avoir de nouvelles maladies. Quelle prévention en cas de pic de pollution? En France, on a des systèmes de pic de pollution avec de la circulation alternée, faire en sorte que les gens sortent moins. On informe via Internet, voilà, il y a des zones, des moments rouges où là, les seuils sont dépassés, donc on dit à la population de sortez moins, ne faites pas de sport dehors, etc. Est-ce que c'est le cas dans tous les pays du bassin méditerranéen? Bon, la réponse est non, pas dans tous, etc. Donc là, on voit qu'en matière de santé, la justice climatique a quelque chose à faire. Et le lien, on le voit avec la justice sociale par rapport aux inégalités selon les zones, les pays et les populations. Les populations qui sont déjà asthmatiques sont des personnes plus vulnérables au pic de pollution que des personnes qui sont non asthmatiques. Et ensuite, pour terminer dans cet état des lieux et ces exemples, parce que l'état des lieux il serait long, c'est la question des vulnérabilités face au déplacement de population. Donc là, on voit très mal parce que je n'ai pas pu zoomer sur le bassin méditerranéen, mais, et ça a été déjà dit, parce que des problèmes de sécheresse, de montée des eaux, la population méditerranéenne pourrait être amenée à se déplacer. Donc là, encore une fois, la justice climatique veut faire en sorte que les gens ne se déplacent pas. Donc là, il faut atténuer aujourd'hui les changements climatiques, donc réduire les émissions. Mais si ça arrive, et ce qui se produira sûrement, parce qu'on a déjà passé d'une certaine manière un non-retour, il va falloir que les politiques publiques s'adaptent à ces déplacements de population. Pareil par rapport aux conflits armés, donc là c'est la sécurité humanitaire. Alors là c'est une petite diapositive parce que je trouve ça intéressant. Certains chercheurs ont fait un lien entre le début du conflit syrien et les problèmes de sécheresse. Alors, je ne suis pas scientifique, je ne travaille pas sur ces questions. Je m'appuie sur un rapport donc de Peter Glake, si vous voulez, j'ai les références si ça intéresse certains. Et ça a été dit dans l'intervention précédente, c'est qu'il y a eu entre 2007 et 2012, il y a plus d'1 million de personnes en Syrie qui ont dû se déplacer. En plus, il y a eu aussi des populations irakiennes qui sont arrivées en Syrie. Donc ça, c'est dû à une sécheresse qui a duré très longtemps en Syrie, dû aussi au changement climatique. Enfin, les changements climatiques ont causé des sécheresses, les sécheresses ont causé des déplacements, et parce que la société syrienne n'était pas préparée à des populations en plus dans les villes, donc face au chômage, face à la flambée des prix, etc. Certains font une corrélation, donc là c'est catalyseur, mais ce n'est pas l'élément déclencheur, entre la révolte syrienne et en fin de compte, au bout de la chaîne, on retrouve aussi le changement climatique. Donc là, c'est aussi quelque chose que la justice climatique veut intégrer et que le droit potentiellement devra intégrer, c'est la question des réfugiés climatiques. Quel statut pour des réfugiés climatiques? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a pas de statut de réfugié climatique. Il y a des statuts pour un réfugié politique que vous connaissez, c'est la Convention de Genève. Bon, ça, c'est des questions qui, à l'heure actuelle, sont débattues internationalement, mais que le droit international et les droits internes vont devoir se saisir de ces questions. Donc là, pour la Syrie, mais pareil, par exemple, pour le Liban. Donc là, je prends le rapport qui m'a servi pour faire cette étude de 2015, Énergie 2015, les défis au changement climatique de la Méditerranée, qui reprend lui-même une étude. Par exemple, le Liban ne sera pas épargné et on pense qu'il y aura des migrations internes dans le Liban. Et donc là, avec une perte de revenus, vous le voyez en dessous, perte potentielle de revenus pour ces migrants internes. Et donc voilà, question, comment va s'adapter la société libanaise face à ces questions? Est-ce qu'il y a des institutions qui s'occupent de ces questions à l'heure actuelle? Est-ce que la société et l'économie de la société sont structurées en fonction de ces défis, à venir? Donc, la question, donc face à cet état de fait,
dont on a parlé déjà ce matin. Qu'est-ce que la justice peut faire? Qu'est-ce qu'apporte cette notion de justice climatique? Et qu'est-ce que, ensuite, après cette justice climatique, le droit, on fera la distinction ensuite, peut faire pour voilà, gérer et diminuer ces inégalités sociales. Donc si le droit peut être un instrument privilégié, il faut bien penser qu'il n'est pas le seul. L'éducation, la sensibilisation, la technologie, la recherche scientifique sont des solutions et des pistes et des instruments pour la lutte contre le changement climatique, mais le droit a aussi son rôle à jouer pour réguler et pour obliger les politiques publiques à agir. Donc, et là, on en vient donc à la justice climatique à proprement parler. Donc, la justice climatique, c'est une notion qui est née assez récemment, qui est en fait l'évolution de la justice environnementale, qui, elle, est une notion qui a été créée dans les années 70. Donc, la justice n'est pas synonyme de droit. Donc, pourquoi? Parce que le droit correspond à l'ensemble des normes qui organisent la société. On parle de droit positif, alors que la justice, et donc la justice climatique, est souvent une référence, en philosophie notamment, à un idéal qui doit guider la société. Et donc la justice est entendue comme une vertu en philosophie. Bon, là, je ne vais pas développer. Mais ce qui est intéressant, enfin, la justice, c'est un terme important pour la justice environnementale, la justice sociale, mais aussi la justice climatique. Si on prend un auteur juriste important du XXIe siècle qui s'appelle Rawls, qui a dit qui a écrit dans ses théories juridiques que la justice est un critère auquel doivent recourir les institutions sociales pour répartir les droits et les devoirs fondamentaux au sein de la société et pour déterminer la répartition des avantages tirés de la coopération sociale. Donc, dans les années 2000-2005 est née cette notion de justice climatique. En France, c'est Catherine Larère qui travaille beaucoup sur ces questions, donc sur le plan philosophique et social. Donc plusieurs théories existent de la justice climatique, on ne va pas développer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle cherche à prendre en considération la façon dont les changements climatiques émergent dans un contexte déjà d'inégalité croissante, mais aussi la façon dont les changements climatiques accroissent les inégalités existantes. Donc dans la justice climatique, il y a un double mouvement, c'est d'émergence d'inégalités, mais aussi d'accentuation des inégalités déjà existantes. La justice climatique s'insère dans les théories de la justice distributive et non pas commutative. Alors, pour faire rapide, parce que là c'est assez théorique, la justice distributive, ça consiste à donner à chacun ce qui lui revient en tenant compte des différences. Il y a des différences de fait dans la société, et donc la justice distributive tient compte de ces différences, alors que la justice commutative travaille en fait sur une société, des populations qui sont égales, et donc donne les mêmes droits et les mêmes devoirs. Alors que la justice climatique cherche, et donc c'est pour ça qu'elle est plus souvent distributive, elle cherche à faire en sorte que des populations qui sont différentes puissent avoir des obligations accrues. Par exemple, des grosses entreprises émettrices de gaz à effet de serre ont des obligations plus fortes, et ça paraît plus juste, que d'une petite entreprise qui n'émet que très peu de gaz à effet de serre. Pourtant, elles sont toutes les deux entreprises. D'accord ? Et donc, la justice climatique est née... Elle retient trois questions. D'abord, la question des responsabilités. Donc, qui est responsable des changements climatiques ? Ça, c'est une carte, une cartographie qui montre les contributions par État des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a toute une zone, surtout en Afrique, et notamment en Amérique du Sud, on le voit moins, qui historiquement n'a que très peu émis de gaz à effet de serre. Par contre, d'autres populations, d'autres sociétés, d'autres États, les États-Unis, la Chine, l'Europe, là, c'est une carte en fait de la Russie, mais pourquoi aussi la Russie? Parce que l'URSS, en son temps, a énormément émis. Donc, historiquement, c'est un gros émetteur, et ça l'est toujours aujourd'hui. Par contre, si on fait la comparaison,
là, c'est les émissions de CO2 par habitant. Et là, en fait, c'est comme si on prenait la carte retournée, par exemple, l'Afrique aussi, très peu d'émissions par habitant, et très peu d'émissions par pays. Voilà. Donc on voit en fait les disparités à travers le monde. La question en fait de ces différences d'émissions entre États ont été un facteur de blocage dans les négociations internationales concernant les pertes et préjudices. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce débat. Donc au niveau international, les négociations, les pertes et préjudices, c'est comment réparer les changements climatiques, en gros. Et les pays du Sud ont voulu faire reconnaître aux États du Nord leur responsabilité historique et donc leur obligation à réparer plus, pour faire rapidement. Sauf que ça a été une source de blocage importante. Et aujourd'hui, il n'y a pas de devoir de réparation qui est reconnu en droit international. Donc les dommages climatiques, s'ils devaient avoir lieu entre États, ne pourraient pas être réparés. D'accord ? Ensuite, la question de la justice climatique, c'est la question des vulnérabilités. Alors là, j'ai fait un zoom sur la zone méditerranéenne. Donc la vulnérabilité, c'est un terme qui apparaît souvent quand on parle de justice climatique. Là, ce qu'on voit, c'est deux termes, la vulnérabilité en haut et le niveau de préparation. Donc, dans cette carte, la vulnérabilité, il y a 6 domaines qui ont été pris en compte. L'alimentation, l'eau, la santé, les services fournis par les écosystèmes, l'habitat humain et l'infrastructure. Ensuite, le niveau de préparation correspond en fait à la capacité à la société donnée, donc de l'État X, à répondre positivement, je veux dire, à sa capacité politique, économique et sociale à s'adapter à ce changement climatique. Et ce qu'on voit, c'est que dans le pourtour méditerranéen, les vulnérabilités sont très différentes. Prenons l'exemple de la France. On est dans une préparation assez élevée, vu le niveau en fait, de protection sociale. Bien sûr, il y a des défis en France aussi, mais voilà, par exemple, le Portugal est moins bien. Et là, encore une fois, vu que j'ai fait le zoom, je vous donnerai la référence, mais je crois que c'est toujours sur le rapport 2050, enfin, énergie 2050 du rapport de 2016, non, de 2018. Par contre, on voit que l'Algérie a un niveau, donc une vulnérabilité moyenne et une préparation moyenne aussi. Donc c'est un pays qui pourra être qui pourra être déstabilisé par les changements climatiques à venir. Donc problèmes de santé, d'alimentation, etc., etc. Donc on a dit question de responsabilité, qui est responsable? Question de vulnérabilité, qui est ou sera victime des changements climatiques? Et question de l'adaptation. Donc, quelle population a, dans l'instant présent, ou auront les ressources et les moyens suffisants pour faire face à ces changements climatiques? En France, il est à noter qu'un rapport du CESE, donc ça c'est le Conseil économique, social et environnemental, en 2016, a créé rédigé un rapport. C'est Yves Jégouzot et Agnès Michelot qui ont donc rédigé ce rapport, qui ont défini la justice climatique comme un objectif, donc là je parle pour la France, comme un objectif, expression de l'intérêt général qui doit guider de manière transversale, donc ça c'est important, la transversalité, les politiques publiques. Elle doit permettre de préserver efficacement et durablement le droit à un environnement sain pour tous, y compris pour les plus démunis, les plus exposés et les plus vulnérables au changement climatique. Donc en France, on a eu une première institution qui s'est saisie de cette question. Ce n'est pas le cas pour tous les pays. Par exemple, en faisant un peu de la recherche sur Internet, peut-être que vous me contredirez parce que vous avez l'air fin connaisseur de la région méditerranéenne, il n'y a pas de rapport interne de l'Algérie, du Liban, etc., sur la question de la justice climatique. Alors,
là, je voudrais parler de choses qu'en droit de l'environnement, on retrouve, en droit du climat, on retrouve, mais la justice climatique est confrontée à cette problématique, à des difficultés qui sont propres en fait, au changement climatique, c'est dépasser les souverainetés. Pourquoi? Le changement climatique, c'est un problème global. Donc, ça ne s'arrête pas à la frontière d'un État. Par contre, on a trop souvent en droit et en droit international, on pense en droit interne. C'est-à-dire que chacun fait sa politique climatique, sociale, fiscale, etc. Si solution il doit y avoir dans le changement climatique, il faut que ça soit des réponses. Généralement, il faudrait. On tend à des réponses qui ne sont pas non plus seulement tournées vers les souverainetés, vers les États, mais internationales. Le problème, et ça on l'a vu, et la société civile a bien compris, c'est qu'au niveau international, c'est très compliqué, ça prend du temps. Donc, on est face à un dilemme, on veut une réponse globale, sauf que la réponse globale, elle arrive difficilement, c'est compliqué. La diplomatie environnementale et climatique est difficile. Et en même temps, de donner des réponses dans un pays, mais pas dans l'autre, c'est pas parce que la France, aujourd'hui, n'émet plus aucun gaz à effet de serre, et c'est complète. Et alors, l'adaptation, c'est différent, mais n'émet plus du tout, qu'elle ne sera pas impactée par le changement climatique. Si la Chine continue de polluer et d'émettre, la France ou la Suède sera impactée aussi. Donc voilà, première difficulté face à cette justice climatique, c'est cette question du travail ensemble, quoi, qui est difficile. Et deuxième difficulté, c'est les générations futures. C'est penser cette notion de génération future. En droit, généralement, on pense la réciprocité, donc des individus qui sont là, qui existent. Il est difficile il est difficile de penser à la place des générations qui vont venir dans 20 ans, 50, 60. Donc, quelle responsabilité morale nous avons envers eux? Quelle responsabilité juridique nous pourrions avoir envers les générations futures? Mais en même temps, premièrement, il est difficile de savoir avec exactitude quelles seront les préférences des générations à venir. Donc, légitimité à choisir pour eux, d'une certaine manière. Et qu'est-ce que nous allons leur imposer, en positif ou en négatif? Donc voilà, c'est des réflexions qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Il y a des chercheurs il y a une très belle thèse en droit sur les générations futures d'Émilie Gaillard. Donc en fait, ça pose des questions. Il faut agir pour maintenant, mais si on doit agir à échelle de 50, 100 ans, donc pour les générations futures, quel choix on fait pour en fait des populations qui n'auront pas choisi? Voilà, donc ça aussi, c'est des difficultés philosophiques et juridiques de la justice climatique. Et donc pour terminer, donc pour bien reprendre en fait ce lien qu'on a vu ce matin et que là j'expose sur justice sociale, justice climatique, là, je crois aujourd'hui ou hier, Philippe Alston, qui est le rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et le changement climatique, dans le rapport qu'il soumet, donc je crois hier, qu'il a soumis ou qu'il soumet aujourd'hui, le rapport spécial souligne que le changement climatique aura des conséquences sur, bien sûr, le droit à la vie, le droit à l'environnement, le droit à la nourriture, mais il dit aussi, et donc ça c'est encore plus inquiétant, qu'il aura aussi des impacts certains sur l'état de droit et la démocratie. Donc après, c'est aussi comment penser une société, un système politique face à ces changements climatiques à l'œuvre. L'accord de Paris, donc vous avez tous entendu parler de l'accord de Paris de 2015 qui a été signé en France. Voilà, ça fait déjà 41 minutes que je parle, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. La justice climatique donc le concept de justice climatique a été intégré dans le préambule de l'accord de Paris. Voilà. Donc, première victoire pour la justice climatique. En 2015, la justice climatique apparaît en tant que notion dans le préambule. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que juridiquement, les préambules et les articles ont des valeurs différentes. Cette notion ne voulait pas être intégrée par certains États. En fait, c'est les pays du Sud qui veulent intégrer la notion de justice climatique dans les négociations internationales et dans la Convention internationale et l'accord de Paris en l'espèce. Donc la justice climatique est aujourd'hui intégrée, mais par contre, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas parce que la justice climatique est dans un préambule
qu'on peut aller voir un État, l'État français, l'État tunisien, et dire « Ah, vous avez signé l'accord de Paris, donc vous devez faire en sorte que la justice climatique existe dans l'État, enfin dans votre État. » Non, il n'y a pas d'opposabilité envers l'État de cette notion. Mais bon, en tout cas, au niveau des négociations, ça fait avancer quand même la visibilité de la notion et potentiellement un jour son efficacité. Donc la justice climatique, notre affaire à tous croit en ça, doit être intégrée dans de nombreux domaines. Et en fait, et ça c'est important, on en a déjà parlé, il faut que la justice climatique soit en fait une notion intégrée de manière transversale dans toutes les politiques publiques. Il faut que ça soit systémique. En fait, il ne faut pas travailler juste sur la question environnementale, sur les questions climatiques, mais que ça soit dans de nombreux secteurs d'activité et de l'État. Donc, je vais passer un peu plus vite parce que je n'ai pas assez de temps, mais on pourra avoir des questions. Je serai ravie de pouvoir répondre. Donc, ce qu'on remarque, c'est que la société civile a été, on va dire, déçue des négociations climatiques. Pour elle, ça n'est pas allé assez vite. Donc, il y a un gap qui s'est formé entre l'échelle internationale et l'échelle nationale des ONG, certaines institutions. Donc, au niveau régional, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe en Méditerranée? C'est là-dessus que je vais revenir. Donc, ce qu'on remarque dans l'étude, dans les recherches que j'ai pu faire, c'est qu'il existe au sein de la région méditerranéenne une politique d'atténuation et d'adaptation au changement climatique qui est claire. L'espace méditerranéen, on l'a dit, est considéré comme un hotspot mondial face au changement climatique, donc c'est une zone très vulnérable. Donc il y a eu la France et le Maroc, ça c'est important de le souligner, ont accueilli la COP21 et la COP22, donc énergie diplomatique autour de la question climatique. Il y a eu ensuite la MEDCOP 21 qui s'est tenue à Marseille et la MEDCOP en juillet 2016 qui s'est tenue à Tanger. Donc là, on voit des institutions qui se regroupent pour travailler sur la question des changements climatiques proprement à la question méditerranéenne. Donc la MEDCOP de 2016, là, on le voit, a établi un agenda des solutions en matière climatique et la justice climatique apparaît et identifiée comme une des actions à favoriser. Donc, et il y en a plein d'autres. Bien sûr, les financements qui est un domaine très important, les villes, le secteur agricole, la transition énergétique, le genre et le climat. Ça, c'est des questions qui sont souvent développées par les institutions régionales, internationales ou nationales, parce que les femmes sont plus impactées par les changements climatiques, parce que souvent, elles sont plus vulnérables dans des situations de vulnérabilité au changement climatique. Donc, on voit qu'il y a les institutions se structurent et émettent en fait des recommandations au niveau climatique. Donc, s'il y a un dynamisme institutionnel, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a une absence de texte juridique contraignant en matière de justice climatique autour du bassin méditerranéen. Donc ça, on pourra en parler. Je passe pour arriver plus sur qu'est-ce qu'il y a en matière de changement climatique. Donc, ce qu'on remarque, c'est que depuis donc là, 1996, avec bien sûr 92, le début du droit international du climat, les textes législatifs ou les décrets se sont multipliés à travers le monde en matière de changement climatique. Donc on voit que les États adoptent des textes pour lutter ou s'adapter au changement climatique. Ce qu'on remarque aussi, donc là j'espère que ça se voit, donc c'est le nombre de législations et d'actions, mais voilà, juridiques, autour du monde, enfin à travers le monde. Par exemple, l'Algérie a pris plusieurs textes, on le voit, c'est un bleu un peu plus foncé, que par exemple la Libye. La Syrie, on ne le voit pas trop, mais dans le zoom, on le voit peut-être... Bon, pas trop non plus. J'ai essayé de faire des captures d'écran, mais je n'ai pas trouvé en fait, de carte à proprement parler sur la Méditerranée. Donc là aussi, c'est intéressant à faire. Il y a
voilà, il y a un manque d'études doctrinales et de voir quels sont les textes en Méditerranée. Là, toutes les études que là j'ai prises, ça vient des États-Unis. En fait, il y a les États-Unis et l'Angleterre qui ont 2 instituts, le Sabin Center aux États-Unis et le Grantham Institute à Londres, qui en fait travaillent énormément sur les questions de changement climatique et qui répertorient toutes les lois, les actions, les procès autour du monde. Ce qui fait qu'on a des bases de données sur qu'est-ce qui se passe. Donc, il se passe des choses. Il se passe des choses. On a des lois climatiques, on va dire, mais qui ne sont pas spécifiques à la justice climatique, qui sont sur l'atténuation. Par exemple, qu'est-ce que fait le Maroc en matière d'énergie renouvelable? Donc, on fait une loi favorisant l'investissement dans l'énergie renouvelable. Ça, c'est des lois qui sont caractérisées atténuation, changement climatique. Adaptation, on peut penser, je ne sais pas, par exemple, au Liban, qui a pris des textes par rapport à sa zone côtière. Voilà. Donc ça, c'est une adaptation au changement climatique. Ensuite, ce qu'on remarque, c'est que la société civile, là, s'engage. Alors, c'est très compliqué de parler de la société civile en peu de temps sur une zone aussi énorme. Il faudrait en fait des analyses pays par pays, après comparer les différentes actions. Il y a plusieurs manières de voir qu'est-ce que fait la société civile contre le changement climatique adaptation et atténuation au changement climatique. Là, je me suis basée sur une plateforme qui s'appelle la plateforme NASCA, qui est une plateforme internationale qui répertorie les actions de la société civile, cette fois, et non pas du politique des États. Donc, à l'heure actuelle, et j'ai vérifié hier, donc quand on va sur le site internet de la plateforme, on remarque qu'il y a peu dans le sud, enfin moins dans le sud que dans le nord. Pourquoi? Alors là, moi, j'ai pas. Alors peut-être que aussi les acteurs, parce que moi, en fait, je ne suis pas spécialiste de la Méditerranée. Après, la plateforme NASCA, c'est juste un brin. Il y a plein d'autres choses qui se font. Et en tapant sur Internet, on voit qu'il y a énormément d'actions changement climatique dans le sud de la Méditerranée. En tout cas, NASCA, pourquoi? Pour l'interrogation, c'est intéressant aussi de voir pourquoi le sud n'utilise pas cette plateforme. Voilà, après, là, ça demande une enquête sociologique, etc., que moi, je n'ai pas pu remplir. Mais c'est aussi des pistes de réflexion. Pourquoi la société du Sud ne saisit pas et ne répertorie pas, en tout cas, sur la plateforme, les actions? Parce que les actions existent quand même. Donc là, je vais passer. Donc, là, ce que je voulais vous dire... Voilà. Donc, là, j'en ai à mon dernier temps de la présentation. Comment la société civile peut-elle exiger plus de justice climatique? Donc là, à l'heure actuelle, comment on peut faire? Quels sont les leviers? Un des leviers qu'utilise Notre Affaire à tous. Notre Affaire à tous identifie, l'association pour la société civile méditerranéenne, mais dans de nombreuses régions. Les défis sont de sensibiliser les acteurs de la société civile et les mouvements sociaux méditerranéens sur les enjeux environnementaux, sociaux que représente le changement climatique. Ce qui est important, je pense, dans les années à venir, c'est de faire un état des lieux des injustices relatives au changement climatique pour mutualiser les expériences et pour trouver des solutions, ce qui n'est pas encore fait sur le bassin méditerranéen. Et de renforcer la coordination des acteurs de la société civile entre eux pour qu'il y ait des réseaux d'échanges, de bonnes pratiques, etc. Ce qui, sur la question de la justice climatique, adaptation, est fait, mais peut être mieux fait, avec plus de visibilité. Et ensuite, pour terminer, parce qu'en fait, il me reste peu de temps, je voudrais parler, et on pourra en revenir, sur les recours. Qu'est-ce qui fait, donc là je passe, vous voyez plein de choses de ma présentation, qu'est-ce qui fait qu'en France, par exemple, on a pu faire un recours climat? C'est qu'il y a déjà un corpus juridique qui nous donne la possibilité d'aller chercher des textes de loi, des articles constitutionnels pour contraindre l'État ou des entreprises à agir en matière de climat. Ce qui est un peu moins le cas dans certains pays de la Méditerranée. Pourquoi? Parce que, par exemple, en matière pour le recours de l'affaire du siècle contre l'État français, la stratégie contentieuse a été montée
notamment au regard du droit à un environnement sain qu'a la population française. Parce qu'on a un article 1 de la Charte de l'environnement qui protège l'environnement sain. Ça, ce n'est pas le cas dans tous les pays du bassin méditerranéen. C'est-à-dire qu'il y a, d'une certaine manière, une absence de législation environnementale ou climatique sur des droits individuels qui ne permettent pas les associations de se saisir de ces questions et d'aller devant le juge. En parlant avec une avocate libanaise, elle me disait qu'il y avait qu'il pouvait y avoir des difficultés à aller devant le juge pour défendre la cause environnementale, et pas la cause climatique, mais la cause environnementale en général. C'est que l'intérêt à agir n'est pas toujours reconnu aux associations. L'intérêt à agir, c'est ce qui donne la possibilité à une association d'aller devant le juge et d'avoir le droit de plaider. Parce qu'en fait, on ne reconnaît pas partout l'intérêt à agir et la dimension collective des recours. Alors que la question environnementale et la question climatique sont des recours collectifs. Donc déjà, dans les instruments juridiques et les textes, il y a des carences. Donc là, la mobilisation citoyenne pourrait passer par des plaidoiries envers les politiques pour qu'en fait des lois soient prises plus protectrices. Et ensuite, si violation il y a, on attaque en justice. Donc en France, ce qui s'est passé, c'est que donc, très récemment, il y a un mois, 4 associations, donc Notre Affaire à tous, Greenpeace, Fondation pour la Nature et l'Homme et Oxfam, ont engagé un recours en carence fautive contre l'État français. Donc la carence fautive, c'est que l'État aurait dû agir pour protéger la population, mais ne l'a pas fait. Pour ça, l'association invoque le droit de la Charte de l'environnement de 2004, qui est dans la Constitution. Et donc là, cette charte fonde un devoir de vigilance de l'État. L'État a un devoir, en tout cas Notre Affaire à tous, soutient que l'État a un devoir de vigilance en matière climatique, et que là, le devoir de vigilance n'a pas respecté son devoir. Mais aussi, le recours contre l'État français mobilise des lois en matière d'énergie, en matière de transport, en matière de bâtiments, que l'État n'a pas rempli les objectifs qu'il avait pourtant inscrits au niveau législatif. Donc ça, c'est une carence du gouvernement. L'association demande réparation du préjudice moral des associations, elle demande leur réparation, mais elle demande aussi la réparation du préjudice écologique. Ça, on pourra revenir, c'est une spécialité française, elle n'existe pas partout, cette notion, préjudice écologique. En France, depuis 2017, ça a été inscrit dans le Code civil, on peut réparer le préjudice pur. Pas le préjudice environnemental qui cause des préjudices à l'homme, la pollution de l'air, je respire moins bien, c'est une pollution atmosphérique, donc environnementale, mais qui me cause un dommage, mon asthme, ma respiration. Alors que là, le préjudice écologique pur, c'est l'environnement pour lui-même. Donc ça, c'est aussi, par exemple, on pourrait penser, dans certains pays de la Méditerranée, les associations pourraient travailler, la société civile, pour que une notion comme le préjudice écologique soit reconnue en droit, pour qu'ensuite les associations puissent se saisir de ce terme, qui est en fait pas juste un terme, un concept, mais là qui est inscrit dans une loi et qui en fait va être opposable aux entreprises et à l'État. Et Notre Affaire à tous lance aussi, avec d'autres associations et plusieurs maires, peut-être que vous en avez entendu parler et je vais conclure là-dessus, un recours contre Total. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc ça, c'est un rapport, voilà, j'ai pas eu la place, je crois que c'est un peu mangé. Alors ça, c'est issu d'un rapport qui est énormément mobilisé par les associations du monde entier quand elles cherchent à attraire en justice les entreprises. C'est un rapport qui s'appelle le rapport HEED, H-E-E-D, de 2015, qui a comptabilisé depuis, je ne veux pas dire de bêtises, mais 60 ans, le pourcentage d'émissions des grands groupes internationaux, des grandes entreprises émettrices de carbone. Total comptabilise 0,89% des émissions totales historiques.
Donc, face à cet état de fait, hein, de grands pollueurs, Total est un des grands pollueurs, l'association a envoyé une lettre de mise en demeure la semaine dernière, où il y a 15 jours, à l'entreprise, sur le fondement de la loi du devoir de vigilance et des sociétés mères et donneuses d'ordre du 27 juillet 2017. C'est une loi qui a été introduite dans le Code du commerce. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques juridiques qui sont nombreux. Mais en gros, les grandes entreprises françaises ou les grandes entreprises étrangères qui emploient plus d'un certain nombre d'employés en France ont l'obligation d'établir un plan de vigilance en matière de droits humains, environnementaux, etc. Et l'association Notre Affaire en tous et 13 maires français considèrent que le plan de vigilance de Total ne respecte pas les obligations législatives de répertorier les actions, adaptation et atténuation changement climatique, ne prend pas en compte les différentes recommandations du GIEC qui viennent de paraître l'année dernière, fin 2018. Donc, tout ça pour dire, et c'est vrai qu'en fait, j'avais beaucoup plus de choses à vous dire, mais ça montre la richesse du débat et de ce qu'il y aurait à faire. En regardant le programme de la journée, vous écriviez une question que le défi climatique pourra faire émerger des sociétés plus justes dans cette partie du monde. Donc, question. Est-ce que les sociétés plus justes vont naître? Je ne sais pas. Ça, je ne pourrais pas répondre à cette question. Ça serait beaucoup m'engager, surtout avec une vidéo en marche. Mais en tout cas, je pense que la société civile et l'appropriation de la société civile de ces questions de justice climatique, d'inégalité et de causes climatiques peut faire en sorte de construire une société, en tout cas, qui cherchera à élaborer et de la manière dont on participera de manière peut-être plus juste, plus participative, en fait. Donc, est-ce que la société sera plus juste? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être que la participation et les modes de participation, de mobilisation du droit seront plus importantes dans les années à venir. Et je pense que c'est un travail qui doit être mené dans les années à venir de manière plus approfondie. Voilà, merci beaucoup. Voilà, si vous avez des questions, vu qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas évoquées, Voilà, donc si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Merci beaucoup, oui. C'était intéressant. Puis c'est un sujet un peu nouveau, donc de toute façon on apprend une approche qui est jusque-là pas très développée. À propos de cette dernière question, est-ce que le changement climatique peut devenir, paradoxalement, peut-on en faire l'occasion de créer des sociétés plus justes? Ça semble une utopie totale. Et en réalité, ça c'est pour dire qu'en fait, le changement climatique pointe de manière flagrante une souffrance sociale dans des pays où ça se voyait peut-être qu'elle était déjà là, mais ça se voyait un tout petit peu moins. Et là, elle devient flagrante parce que à l'intérieur même des pays, il y a des déplacements de population, parce que les gens commencent à se rendre compte qu'il y a vraiment un problème qui n'est pas certains pays qui impactent d'autres pays. C'est qu'à l'intérieur de chaque pays, il y a ceux qui sont impactés et ceux qui ne le sont pas, parce que c'est exactement ce qui se passe. Dans les pays les plus pollueurs du Sud, la population aisée n'est absolument pas impactée. Ils continuent à avoir des golfs, des piscines, etc. Alors que pas loin, il y a des populations internes qui n'ont plus de l'eau au robinet. Donc, c'est ça l'idée. L'idée serait que le paradoxe, c'est que dans cette très mauvaise nouvelle du réchauffement climatique comme phénomène global, il peut y avoir peut-être à travers tout ce que peut développer une croissance basée sur la transition énergétique, de transport, de construction, de vie, de consommation, c'est-à-dire le changement radical de nos modes de vie, surtout dans le Nord et surtout chez les gens aisés. Ça pourrait, et dans les sociétés en général, ça pourrait permettre, mais c'est encore une fois de l'ordre du rêve à ce stade, mais c'est un chemin qu'il ne faut pas perdre de vue, je pense, parce que
nous sommes face, de toute façon, à un phénomène qui impacte tout le monde, hein, plus ou moins. Donc c'est ça, en fait, l'idée initiale. Et que pendant longtemps, on a considéré que c'était le nord qui polluait et le sud qui subissait. Aujourd'hui, j'ai vu que Sonatrach est, par exemple, dans la liste parmi les plus grands pollueurs du monde. Ça, on n'avait pas besoin de ça pour le savoir. On le savait, mais c'est intéressant de voir que les schémas un peu simplistes qui ont... voilà. Et hélas, les schémas simplistes, aujourd'hui, sont à la une des journaux, parce qu'il y a évidemment une remise en question même du réchauffement climatique. C'est tout ce que je voulais vous dire. C'était un commentaire et c'est tout. Après, pour rebondir sur ce commentaire, c'est vrai que en fait, il y a plein de leviers. De leviers d'action pour atténuer et s'adapter au changement climatique, si on garde cette dichotomie. Après, c'est quelle volonté politique, là, juridiquement, quelle réglementation. Et c'est vrai que là aussi, en fait, les populations sont inégales face à leur réglementation. Il y a certains pays, je parle notamment en Scandinavie, où il y a énormément de progrès des progrès qui sont faits, énergie renouvelable, etc. Et au Maroc, par exemple, là, je voyais, il y a énormément de projets solaires. Mais en fait, c'est comment, par le prisme du droit, hein, on oblige l'État les États ou l'État du pays ou les entreprises à intégrer dans tout les questions d'énergie, les questions de ressources à l'eau, de faire en sorte que l'activité économique n'impacte pas le voisin d'à côté. Oui, certes, golf, mais quand il n'y a plus d'eau, on fait peut-être plus de golf. Et donc, on crée des lois qui imposent, là, des restrictions. L'été, il n'y a plus d'eau, on arrête d'arroser et on contrôle, on fait en sorte qu'il y ait des contrôles pour que les gens qui arrosent les golfs soient punis. En fait, tout est lié. C'est très lié aussi avec l'état de droit. Et la question juridique, c'est intéressant. C'est aussi comment le droit est utilisé dans les différentes sociétés. Comment le recours aux tribunaux est organisé dans les différentes sociétés. En France, les questions environnementales, depuis les années 70, sont mobilisées dans les contentieux. Voilà, on s'est dit, on fait des associations et on va devant le juge. Ça, c'est la sociologie des mobilisations. C'est un mode d'action. Ça l'est moins, pour plein de raisons, dans d'autres pays. La corruption, et puis la sociologie du rapport à l'institution judiciaire, les frais de justice. Est-ce que ça coûte cher? Est-ce qu'on peut aller facilement dans un tribunal? Et est-ce qu'il y a le droit pour faire condamner? Voilà. Donc en fait, c'est une étude qui dépasse les questions juridiques. C'est quel rapport on a avec la société civile et son droit, quoi. Et son droit. Voilà, quelle efficacité du droit et aussi comment la société civile pense que le droit peut être une arme. C'est-à-dire, je veux qu'il y ait plus de lois. Parce que là, ce qu'on voit, c'est que beaucoup d'associations autour de la Méditerranée font des actions, ce qui est très bien. Font des actions en matière d'énergie renouvelable, en matière d'accès à l'eau, de sensibilisation. Mais ils n'utilisent pas forcément le droit comme moyen d'action pour qu'il y ait des lois plus ambitieuses qui soient adoptées ou des contentieux, par exemple. Chose que, par exemple, en France, aux États-Unis, en Australie, mais qui ont d'autres cultures juridiques, qui sont organisées différemment, on le fait plus facilement. Après, bien sûr, il y a des associations qui font du plaidoyer politique. Quand j'appelle plaidoyer politique, c'est faire en sorte que des textes soient adoptés. Par exemple, notre affaire à tous, à l'heure actuelle, est mobilisée sur la réforme constitutionnelle pour introduire la protection du climat, enfin en tout cas le changement climatique, dans la Constitution. Bon, ben ça, c'est une voie d'action pour une association. Les associations environnementales ou climatiques en Méditerranée, de manière générale, pourraient avoir cette voie d'action. Faire en sorte que de plus en plus de textes protecteurs de l'environnement et qui obligent les acteurs privés et les acteurs publics à s'engager dans la lutte contre le changement climatique soient adoptés. Oui. Voilà, est-ce qu'il y a des questions?
Oui, voilà. En fait, je voulais savoir concrètement où vous en êtes par rapport au recours donc, que vous avez tenté contre l'État français. Et déjà, est-ce que ça... Enfin, comme l'aspect médiatique a quand même très bien marché au début quand vous l'avez lancé, est-ce que c'est un peu retombé ou comment ça avance? À quelle échéance vous espérez avoir des résultats? Enfin, je ne sais pas du tout où ça en est. Et sinon, s'il y a d'autres procès en cours ou d'autres choses, voilà. Savoir un peu de comment ça avance. Alors, je prends notre... Peut-être, en fait, je peux... Oui, alors, autre procès. Oui, dans une planche, là, vous avez recensé toutes les actions de justice en matière climatique. Ouais. Et ce qui ressort, c'est que tous les pays de la common law ont pléthore d'actions. Mais à ma connaissance, je veux dire, c'est pas eux qui sont à la tête de quoi que ce soit en matière climatique. Donc c'est peut-être il faudrait, je veux dire, est-ce que ça reflète pas justement un problème d'inefficacité potentielle, vous voyez? Alors, ouais. Bon, après, il faudrait creuser ce qu'il y a dedans derrière. Oui. Mais... Donc votre question, c'est pourquoi beaucoup les pays de common law? C'est pas pourquoi, c'est efficace. Enfin, c'est pourquoi. Et je veux dire, le contenu de ça, sans doute, est intéressant, mais au-delà de ça, c'est que tous les pays de common law font plein de recours, mais en fait, je veux dire, est-ce que c'est pas un leurre? Oui. Tout simplement. Alors, je vais répondre d'abord à... Ouais, ok. Alors, les recours. Oui, concernant les électeurs, je pense qu'en Europe, il faut distinguer les électeurs du Nord, Hollande, Allemagne et puis les pays scandinaves, des électeurs du Sud. Et puis les grands pollueurs, comme chacun sait, les États-Unis et la Chine, mais il y a d'autres naturellement. L'électeur américain qui a voté, beaucoup de braves gens, comme on dit dans le discours politique français, il y a, le mot brave gens, on le connaît. Alors, qui ont voté pour M. Trump, leur souci, ce n'était pas du tout la protection de la nature, puisqu'ils ont applaudi à l'ouverture d'un certain nombre de mines de charbon. Leur souci, et particulièrement les 45 millions à peu près des évangélistes sionistes, c'était accélérer le jour du jugement dernier. C'était aussi basique et stupide que ça. Vous voyez comment le monde... Et en France, eh bien, le discours sur l'écologie est un discours que j'appelle de l'ajustement politique, c'est tout. Et j'entends encore les propos d'un président de la République qui disait l'écologie, ça commence à faire. C'est-à-dire que ce n'est pas le souci tellement grand, mais je ne dirai pas son nom. Je vais répondre. Alors, sur la première question, l'état des lieux de l'affaire contre... l'État français, on vient d'envoyer... la justice, ça prend du temps. Donc, on a déposé le recours il y a quelques semaines, donc devant le tribunal administratif de Paris. Il va y avoir le gouvernement français, par le biais de ses avocats, qui va répondre. Parce que le procès se passe comme ça, c'est un échange de conclusions. Après... le juge dit, bon, on arrête de s'échanger, de discuter, et puis moi, je vais juger. Donc, à l'heure actuelle, on a déposé la requête, d'accord, avec notre argumentaire, un document qui fait une centaine de pages, on expose nos arguments, pourquoi on considère qu'il y a une carence fautive de l'État. Ensuite, l'État va répondre, on pourra répondre aussi, puis le juge va juger, et peut-être que dans 2 ans, on aura une décision. Donc on n'aura pas de décision là. Ça prend du temps. C'est ça aussi, parce que c'est très bien de faire des actions en justice et ça montre un dynamisme et une utilisation du droit. Et c'est contraignant, on en parlait à midi, une décision de justice. L'État, s'il est condamné à réduire, il va être obligé de réduire. Parce que les décisions de justice sont exécutives et obligatoires. Ce qui est différent des négociations
C'est vrai, on peut mettre des bémols à ça, bien sûr. Mais à la différence des négociations internationales, les États... je veux dire, c'est que c'est plus dur. C'est une norme beaucoup plus dure. Un jugement, l'État, généralement, c'est en plus, il peut y avoir des astreintes, donc il faut payer si on ne respecte pas. Donc c'est quand même assez contraignant. Et puis, symboliquement, c'est très fort d'être condamné en justice. Mais ça prend du temps. Donc il y a des avantages, mais voilà, ça prend du temps. Oui, les procédures coûtent cher. Donc là, nous, on est des associations, donc on est aux appels aux dons. Les avocats travaillent un peu pro bono. Mais c'est sûr que c'est du temps et c'est de l'argent. Donc voilà, si j'ai répondu à votre question. Donc voilà, rendez-vous dans 2 ans. Ensuite, sur votre question, monsieur, donc sur effectivement, il y a eu énormément de contentieux dans les pays de common law. Pourquoi? Déjà, c'est une tradition juridique qui est différente. C'est un recours... Alors, vous faites ça, c'est-à-dire... Oui, déjà. Alors, il y a plusieurs choses. Ce qu'il faut préciser, c'est que cette carte, elle montre les contentieux pro-environnement, pro-climat. Donc, pour faire en sorte que les États fassent plus, pour que les entreprises émettent moins. Mais il y a aussi, ça comptabilise aussi les entreprises qui font des recours contre les mesures que prennent les États. D'accord ? Donc, aux États-Unis, et ça, j'ai un petit truc à vous montrer que je ne vous ai pas montré. Donc, on voit bien. Donc, c'est en anglais, hein, je m'excuse. C'est encore une fois, c'est le Grantham Research, enfin, c'est l'institut qui fait ça. Donc, on voit que les plaintifs, ça veut dire les demandeurs. Les défendeurs, c'est défendeurs. On voit qu'il y a, par exemple, ça exclut les États-Unis, mais il y a, en tout cas hors des États-Unis, dans 25 pays, 107 entreprises qui ont fait des recours contre les politiques, enfin en tout cas contre les lois ou les règlements qui les empêchaient d'émettre d'une certaine manière. Pourquoi? Sur quel fondement? La liberté d'entreprendre, par exemple, la liberté d'industrie. Non, c'est pas TAFTA. Mais bon, donc voilà, ça comptabilise ça. Donc premier truc, la carte qu'on avait mis au début, que je vais remettre. Après, je pourrais vous envoyer, hein, si vous voulez, mes cartes. Donc, premier point, aux États-Unis, il y a énormément d'entreprises qui ont fait aussi ce genre de contentieux contre les réglementations. Les pays de common law ont beaucoup plus dans leur culture sociale, ils recourent au juge et à l'arbitre. C'est-à-dire qu'aussi, ils font des médiations. Rapidement, ils peuvent arrêter d'aller devant le juge et après, ils font des contrats pour finir le litige. Comment expliquer que ça soit dans ces pays? En Inde, là, on voit, il n'y a que 2, par exemple. Alors qu'aux États-Unis, il y a 600 qui ont été... Je pense qu'aux États-Unis, en ce moment, il y a un fort mouvement contentieux parce que depuis Trump, il y a un désengagement des questions climatiques, sauf qu'on remarque que la société civile est très engagée. Enfin, pas tous, bien sûr, hein, il y a des zones où les Américains se fichent du climat. Mais quand même, la société civile, organisée autour d'organisations, d'ONG, se mobilise et utilise le juge. Et puis aussi pour faire le précédent, parce que le système de common law, donc là nous on a un système légaliste, hein, c'est le Parlement, bref c'est le législateur qui fait les lois, on va dire, pour aller rapidement. Dans les pays de common law, c'est le juge beaucoup qui fait évoluer le droit. Donc les gens vont plus facilement vers le juge. Et aussi parce qu'aux États-Unis, et ça c'est très important pour la mobilisation autour du droit et des questions environnementales et climatiques, c'est tous les mouvements qu'on appelle cause lawyering, donc les avocats pour la cause, c'est-à-dire que les associations se structurent pour une cause et vont devant le juge. C'est pensé comme ça. Les droits civiques aux États-Unis, par exemple, ont énormément fait recours
aux juridictions américaines pour gagner leur cause, qui était d'égalité, de droits civiques de la population noire. Et là, on voit que ce qui se passe en fait à travers le monde, c'est que le droit et le procès est utilisé comme une arme pour la cause climatique. Et ça, vu que c'est une tradition historiquement américaine, mais aussi indienne, pakistanaise, parce qu'en fait, tout pays de common law, avec, donc voilà, comme je dis, cette culture juridique, il y a, pour l'Australie aussi, beaucoup de pays qui sont de common law et qui ont des contentieux climatiques. Mais après, ce qu'on voit, c'est que ça se développe énormément. En France, maintenant, il y a un recours en Suisse, il y en a eu en Norvège, il y en a eu en Suède, il y en a en Amérique du Sud. Là, c'est pas à jour, mais il y a d'autres pays qui voient des contentieux se développer. Et je pense qu'en Méditerranée, ça pourra arriver aussi. Et puis ça arrivera aussi parce que quand les gens auront perdu leur maison, ils voudront un dédommager. Si la question des assurances n'est pas... si le secteur des assurances ne s'est pas adapté et il n'y a pas d'assurance. Par exemple, là, c'est très intéressant. Au Pérou, il y a un contentieux contre une entreprise allemande parce que c'est un guide de montagne péruvien. Sa maison va être submergée par les eaux parce qu'il y a un barrage qui va céder parce qu'il y a la fonte des glaciers. Et RWE a énormément... Alors, RWE est une entreprise d'énergie allemande qui a énormément d'actifs au Pérou. Et donc là, le Péruvien, à l'aide d'associations toujours, parce que les associations sont très mobilisées sur ce contentieux, l'aide à faire en sorte que RWE paye l'anticipation, la prévention, en fait la sécurisation de sa maison. Bon, là, l'affaire n'est pas encore jugée. On va voir. Et ça pose plein de questions juridiques, techniques, de compétences du juge, de preuves, de liens de causalité, parce que la grande difficulté de procès climatique, c'est la causalité. La carence fautive, voilà, par exemple, la carence fautive de RWE. Quel lien de causalité? C'est sûr, RWE pollue. Il a émis des gaz à effet de serre. Mais comment faire le lien entre ces émissions et le dommage à la maison de ce fermier? Dommage, il y aura. Voilà, donc en fait, ça pose des questions juridiques très intéressantes mais très complexes sur la réparation. Qui va réparer? Est-ce que ça va être les entreprises qui vont réparer? À hauteur de quoi? À quel montant? Est-ce qu'on met des systèmes d'indemnisation? Donc là, c'est plus par la réparation, mais c'est la société tout entière qui met des fonds d'indemnisation, comme ça a pu être fait avec les hydrocarbures maritimes. Parce qu'en fait, c'est des dommages qui sont tellement importants, qui coûtent tellement, qu'une personne individuellement ne peut pas supporter ces coûts. Voilà, et donc je pense que le juge, lui aussi, en fait, va être amené à répondre à ces questions. C'est des questions très délicates pour le juge. Et c'est peut-être des questions que le législateur va devoir prendre en compte. Parce qu'on voit là je développe, mais c'est vrai que c'est intéressant, on voit qu'il y a quelques années, aux États-Unis, il y avait un contentieux tabac. Les gens faisaient des actions en justice contre les entreprises qui produisaient les cigarettes. Et aux États-Unis, ils ont gagné. Ils étaient indemnisés. Et là, l'État a dit on ne peut pas laisser. Ça va être trop compliqué. C'est très compliqué pour l'assurance maladie. Et puis c'est très compliqué pour les entreprises. Ça veut dire qu'elles vont plus... il va y avoir un secteur qui va s'arrêter, etc. Et donc, au Canada notamment, mais aux États-Unis, le législateur a pris des lois d'indemnisation et a changé la manière de penser la sécurité sociale par rapport au cancer lié au tabac. C'est peut-être ce qui va se passer. C'est-à-dire, avec cette pression sur le juge, le législateur va se dire on ne peut pas laisser ça à l'individu et à juste des cas juridiques, mais il va falloir faire à plus grande échelle et à l'échelle nationale ou régionale, même si à l'échelle régionale, en Méditerranée, ça va prendre du temps pour ces questions. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que c'est quand même très préoccupant. Ça montre bien que aller en justice pour demander réparation,
c'est peut-être bien, mais ça serait beaucoup plus important d'être capable d'intervenir en amont pour obliger les États à mettre en place des réglementations et à les faire appliquer. Parce que c'est quand même fondamentalement différent de savoir est-ce que c'est l'entreprise qui pendant des années a généré des profits qui va être amenée à réparer, ou est-ce que ce sont tous les contribuables qui vont payer pour les dégâts causés par cette entreprise? Et on voit bien que dans un certain nombre d'affaires, les entreprises, elles ont tout intérêt à faire traîner le plus longtemps possible, éventuellement à se mettre en faillite pour éviter de payer. Et ça me fait penser à cette entreprise électrique aux États-Unis qui est considérée comme responsable d'une grande partie des feux qui ont dévasté la Californie parce que ces installations étaient vétustes et pas entretenues. Effectivement, elle va pas pouvoir réparer parce qu'on l'a laissé pendant des années laisser se dégrader son patrimoine, et in fine, ce seront les contribuables qui paieront. Donc je crois que c'est bien qu'il est plus important de se battre au niveau de la réglementation appliquée aux entreprises que sur la réparation, parce qu'on va très vite buter sur des impossibilités, c'est-à-dire... Oui. Mais le contentieux, en France, là, je ne l'ai pas dit, parce qu'en fait, on pourrait en parler des heures, mais il y a un contentieux réparation, mais il y a aussi un contentieux, et beaucoup, en fait, prévention des changements climatiques. Beaucoup de contentieux à travers le monde, et en France, on le voit, le contre Total, on ne demande pas réparation. On demande que Total, dans son business plan, dans toutes ses actions, dans tout ce qu'il fait, tout ce que l'entreprise fait, prenne en compte le changement climatique. Donc là, c'est un procès en prévention, d'une certaine manière. Pareil pour l'État. C'est-à-dire, oui, vous devez me réparer mon préjudice, mais en fait, l'association l'a chiffré à 1 euro symbolique. Donc on ne cherche pas, en fait, on cherche une condamnation symbolique des dommages que l'association a subis et le préjudice écologique, qui est difficile à chiffrer, donc 1 euro symbolique. Mais après, on demande au juge d'enjoindre à l'État de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le changement climatique ne soit pas un désastre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que le contentieux est vraiment dans une optique de prévention. Après, c'est... Concernant les entreprises que vous disiez, donc là, des contentieux environnementaux, c'est vrai que quand il y a des contentieux internationaux, souvent les entreprises arrivent à s'extraire de l'État, ne plus avoir aucun avoir. Donc pour la réparation, c'est compliqué. Donc en fait, il n'y a plus d'accès. Là, c'est le voile social. C'est des questions très complexes de droit international privé, mais qui sont en débat. Comment on fait pour attraper une entreprise et in fine qu'elle paye, qu'elle répare? Et en tout cas, l'association Notre Affaire à tous, et je pense que ça aussi, c'est un combat qui va être à mener, c'est l'intégration du secteur privé dans la prévention au changement climatique. Et dans la réparation aussi, est-ce qu'on va créer des fonds ou alors les entreprises grandes émettrices devront chaque année payer des sommes qui seront dans un fonds, et ce fonds permettra ensuite de permettre la réparation? Est-ce que ça sera effectivement les individus, la société qui devra payer d'une manière ou d'une autre? Ça, c'est des questions qui doivent être mises en débat. Nous, Notre Affaire à tous, en fait, on essaie de travailler avec des juristes, avec des politistes, en fait, avec des gens de la société civile, et de voir en fait qu'est-ce qui peut être mis en œuvre face à ces questions. Mais en fait, c'est un chantier immense. C'est un chantier immense. Merci voilà, il y a plein de choses à dire, mais merci en tout cas de votre écoute. Merci.